Hitler et Goebbels ont tenu des rencontres privées où ils ont discuté de l'interprétation de la guerre, de la définition de l'ennemi et de la manière dont chaque décision du régime devait être présentée. Lors de ces conversations, des lignes de propagande ont été convenues, le comportement de l'armée a été évalué et des critères ont été établis pour contrôler l'information en Allemagne. Aucun autre espace du Reich n'a concentré autant de pouvoir idéologique et communicatif. À mesure que la guerre avançait, ces réunions marquaient le ton des discours officiels, influençaient le moral interne et fixaient le récit qui accompagnait chaque victoire et chaque défaite. Même lorsque le front s'est effondré, les deux ont continué à coordonner comment l'effondrement devait être expliqué et quel message devait être maintenu jusqu'à la fin. Comment ces conversations se sont-elles transformées en outils pour soutenir l'image du régime? Quelles décisions stratégiques ont dépendu exclusivement de cet échange privé? Le cercle intérieur du pouvoir, le lien politique et émotionnel entre Hitler et Goebbels. La relation entre Adolf Hitler et Joseph Goebbels s'est formée dans un espace où la politique, la loyauté émotionnelle et le fanatisme idéologique ont convergé en un lien qui a façonné la conduite interne du régime nazi depuis les premières années du mouvement. Pour comprendre les conversations secrètes qu'ils ont tenues tout au long de leur alliance, il était nécessaire de tracer d'abord l'architecture intime de cette relation, qui n'était pas seulement celle d'un leader et de son subordonné, mais l'interaction intense entre deux hommes qui partageaient une vision du monde fondée sur le ressentiment, l'ambition totalisatrice et une conception presque mythique du pouvoir. Lorsque Goebbels a rencontré Hitler, le futur ministre était un intellectuel frustré, plongé dans une crise d'identité personnelle et politique. Ses premières impressions sur le chef nazi étaient ambiguës, un mélange de fascination et de méfiance. Cependant, quelques rencontres ont suffi pour que le jeune propagandiste voie en Hitler une figure capable d'incarner ses propres aspirations de sens. Ce qui a commencé comme une curiosité politique s'est progressivement transformé en dévotion absolue. En privé, Goebbels interprétait le contact avec Hitler comme un événement transcendantal qui réorganisait son existence. Cette intensité émotionnelle s'est avérée fondamentale pour comprendre la dynamique du cercle de pouvoir nazi en formation. Hitler, de son côté, comprit tôt la valeur d'un collaborateur qui non seulement obéissait, mais aspirait à comprendre et à matérialiser ses idées avec une sensibilité presque intuitive. Goebbels offrait quelque chose de plus que l'efficacité politique. Il apportait une énergie émotionnelle qui renforçait l'autorité de Hitler, célébrant ses gestes, justifiant ses doutes et transformant ses intuitions en récits politiques cohérents. Les conversations initiales entre les deux tournaient autour de thèmes idéologiques et tactiques, mais fonctionnaient également comme des espaces où Hitler pouvait projeter ses obsessions personnelles, sachant qu'il trouverait en Goebbels un récepteur disposé à les amplifier. La proximité entre les deux ne fut pas immédiate. Hitler était réservé, même avec ses collaborateurs les plus fidèles. Son autorité reposait sur un mélange de distance, de théâtralité et de moments calculés d'intimité. Cependant, Goebbels montra une capacité supérieure à évoluer dans ce cadre. Il savait quand admirer, quand se taire et quand intensifier l'atmosphère émotionnelle dont Hitler avait besoin pour se réaffirmer. Avec le temps, sa présence au sein du cercle interne se consolida grâce à son habileté à décoder l'humeur du leader, anticiper ses attentes et lui offrir des récits qui renforçaient sa vision du monde. Les conversations privées entre les deux trouvaient un lieu privilégié dans les longues sessions nocturnes à la chancellerie, dans des résidences privées et lors de voyages. Hitler avait tendance à s'exprimer par des monologues prolongés, chargés de réflexions historiques et de perceptions personnelles. Goebbels écoutait attentivement, organisant mentalement les idées pour les transformer ensuite en stratégie de communication. Dans ces rencontres, le pouvoir se distribuait d'une manière particulière. Hitler dominait le contenu idéologique, tandis que Goebbels intervenait pour traduire ce contenu en action politique. Cette symbiose alimentait la sensation que tous deux formaient un noyau conceptuel du régime, un noyau qui allait au-delà des structures officielles du gouvernement. La construction du cercle intérieur nazi était un processus complexe. À mesure que le parti grandissait, Hitler s'entourait de personnages dont la loyauté dépendait de liens personnels plutôt que de positions administratives. Cependant, Goebbels occupait une place singulière parmi eux.
car sa relation avec le Führer avait une dimension psychologique qui surpassait celle d'autres hauts commandements. Contrairement à des militaires comme Göring ou Himmler, dont la proximité avec Hitler se fondait sur l'utilité opérationnelle ou le pouvoir institutionnel, Goebbels offrait quelque chose de différent, une fusion idéologique qui le transformait en amplificateur de la pensée du leader. Hitler savait qu'il pouvait lui faire confiance sans réserve, non seulement pour son obéissance, mais parce que Goebbels percevait la mission du régime avec une intensité quasi mystique. Cette dynamique se reflétait dans l'organisation quotidienne du pouvoir. Goebbels avait fréquemment accès à des conversations qui n'étaient pas enregistrées officiellement et qui souvent se tenaient de manière improvisée. Hitler, qui se méfiait des processus bureaucratiques formels, trouvait dans ces réunions un espace où il pouvait façonner des décisions sans la rigidité des conseils de cabinet. En ces moments, les deux hommes échangeaient des impressions sur le déroulement du mouvement, analysaient des problèmes internes et affermissaient des lignes idéologiques qui ensuite se traduisaient en directives concrètes du parti et de l'État. Lorsque le régime a pris le contrôle de l'Allemagne, cette relation s'est intensifiée. La transformation du mouvement en un État totalitaire exigeait un récit unifié qui soutiendrait la perception publique du pouvoir. Hitler avait confiance en Goebbels, qui comprenait non seulement ses idées, mais aussi la façon dont elles devaient être présentées au peuple. Cela nécessitait de nombreuses conversations privées dans lesquelles il discutait de l'atmosphère émotionnelle qui devait être projetée, des ennemis à définir et du ton général de la propagande. Le leadership charismatique qu'Hitler cultivait dépendait en grande partie de ces sessions, au cours desquelles ils collaboraient tous deux pour définir l'état émotionnel de la nation. La relation émotionnelle a également joué un rôle déterminant dans les moments de crise au sein du régime. Lorsqu'il surgissait des tensions internes ou des difficultés stratégiques, Goebbels était l'un des rares collaborateurs qui pouvait parler à Hitler en des termes qui combinaient la dévotion avec la franchise calculée. Il savait comment renforcer l'image d'infaillibilité du leader sans cacher la gravité de certaines situations. Dans ces conversations, Goebbels modulait son ton pour maintenir Hitler dans un état psychologique fonctionnel, évitant que ses explosions de colère ou ses impulsions dépressives n'affectent des décisions cruciales. Cette gestion émotionnelle renforçait la confiance du Führer dans son ministre de la propagande, consolidant un lien qui s'est approfondi à mesure que la guerre avançait. L'intimité idéologique entre les deux se nourrissait d'une vision du monde partagée sur la politique, l'histoire et la société. Hitler croyait fermement à l'idée du destin national allemand, à la lutte raciale comme moteur de l'histoire et à la nécessité d'un leadership absolu pour faire face aux menaces internes et externes. Goebbels absorbait ces concepts, les renforçait et les renvoyait transformés en discours, articles et directives qui donnaient de la cohérence à l'imaginaire collectif du régime. Le dialogue constant entre les deux créait une sorte d'espace conceptuel commun, où les idées s'affermissaient et se radicalisaient mutuellement. En plus de l'idéologie, il existait une dimension plus personnelle qui conditionnait leurs relations. Goebbels voyait en Hitler une figure paternelle et inspirante, quelqu'un dont les mots marquaient sa vie quotidienne et dont les approbations définissaient sa valeur personnelle. Cette dépendance émotionnelle avait des effets directs sur la manière dont le ministre concevait son travail. Chaque geste du leader, chaque phrase prononcée dans l'intimité, devenait du matériau pour la construction de mythes, de campagnes ou de directives qui articuleraient la vie publique du Reich. Hitler, conscient de l'effet qu'il exerçait sur lui, utilisait cette dynamique comme outil de contrôle, récompensant l'obéissance par des signes de proximité qui renforçaient encore plus la dévotion de Goebbels. Le cercle intérieur du pouvoir nazi se caractérisait par une structure fluide où l'autorité personnelle prédominait sur l'institutionnel. Dans cet environnement, les conversations entre Hitler et Goebbels façonnaient des décisions sans nécessité de formalités administratives. Ils discutaient tous deux des nominations, des accords avec d'autres leaders du parti, des stratégies pour neutraliser les opposants internes et des directives générales de politique culturelle. Ces échanges se réalisaient de manière si fréquente que, en de nombreuses occasions, les décisions semblaient surgir spontanément d'un dialogue continu plutôt que de processus délibératifs formels. L'expansion du pouvoir nazi au cours de la décennie 1930 a renforcé l'importance de ce lien. Alors que d'autres dirigeants rivalisaient pour attirer l'attention de Hitler,
Goebbels savait comment maintenir sa position par la création constante de récits qui renforçaient la figure du Führer. Son travail de propagandiste se nourrissait directement des conversations intimes avec Hitler, car c'est là qu'il obtenait l'orientation émotionnelle et conceptuelle dont il avait besoin pour façonner le message du régime. En quelque sorte, ces conversations agissaient comme un laboratoire idéologique, où des interprétations de la réalité étaient testées avant d'être présentées au public. Cet espace intime était également un terrain propice à l'évolution psychologique du régime. Hitler trouvait en Goebbels un confident à qui il pouvait exprimer ses perceptions les plus radicales, sans crainte de rejet. Cela permettait que certaines idées extrêmes, qui dans d'autres contextes auraient été considérées comme impraticables, trouvent un interlocuteur prêt à les analyser et à les transformer en lignes d'action possibles. La relation entre les deux agissait comme un mécanisme de rétroaction qui consolidait la radicalisation du régime, renforçant la conviction qu'ils étaient destinés à accomplir une mission historique, justifiant tous les moyens nécessaires. La construction de cette alliance était également visible dans la manière dont ils utilisaient tous deux leurs relations pour influencer d'autres membres du régime. Goebbels citait les paroles de Hitler pour légitimer des décisions au sein du ministère de la propagande et du parti, tandis que Hitler s'appuyait sur son ministre pour diffuser certaines interprétations des événements qui renforçaient son autorité auprès de la population et de l'élite nazie. Le résultat était un système où la conversation privée devenait un outil politique central. Vers le début de la guerre, le lien entre les deux était complètement consolidé. Les conversations secrètes suivaient un schéma où Hitler exposait sa vision stratégique et Goebbels répondait par une analyse émotionnelle de l'impact que cela aurait sur la population. Tous deux partageaient la conviction que la guerre n'était pas seulement un conflit militaire, mais une confrontation totale qui devait être remportée tant sur le champ de bataille que dans l'esprit des Allemands. Les réunions privées prenaient un ton plus intense, avec des analyses sur la morale collective, la gestion de l'information et la construction de messages capables de maintenir la confiance publique même dans des situations difficiles. La relation, cependant, n'était pas exempte de tensions. À certains moments, Goebbels craignait de perdre la proximité avec Hitler en raison de l'influence d'autres dirigeants. Lorsque cela se produisait, il intensifiait son travail de propagande, cherchant à impressionner le leader par des résultats visibles et alignés avec ses attentes. Cette dynamique compétitive au sein du régime renforçait encore davantage la dimension émotionnelle de leur lien, car Goebbels interprétait chaque reconnaissance ou distance du Führer comme un jugement direct sur sa loyauté et sa valeur personnelle. Au fil des années, l'interaction entre Hitler et Goebbels a transcendé le politique pour devenir l'axe émotionnel du pouvoir nazi. Le Führer voyait en Goebbels le propagandiste idéal, quelqu'un capable de projeter ses idées avec précision et ferveur. Le ministre, quant à lui, trouvait en Hitler la figure centrale de son univers, le leader dont l'approbation définissait son identité et dont la vision justifiait chacune de ses actions. Les conversations privées sont devenues le rituel à travers lequel cette relation se réaffirmait constamment, façonnant des décisions qui impacteraient le cours de l'histoire allemande et européenne. Avec cette base émotionnelle et idéologique, tous deux sont entrés dans la phase la plus intense du régime, les années où la guerre, la propagande et la radicalisation politique transformeraient ces conversations intimes en outils pour soutenir un projet de pouvoir en constante expansion. Conversations à huis clos, idéologie, obsession et vision de l'avenir. Les conversations privées entre Adolf Hitler et Joseph Goebbels constituaient un espace où l'idéologie, les obsessions personnelles et la construction d'un futur imaginé se mêlaient sans restriction. Après des années de consolidation du lien entre les deux, ces dialogues sont devenus un instrument essentiel pour l'évolution intellectuelle du régime nazi. Lors de ces réunions, souvent tenues dans des espaces soigneusement contrôlés, émergeait une vision du monde façonnée par l'interprétation subjective de l'histoire, la conviction de la lutte raciale et un sens de mission qui justifiait même les décisions les plus extrêmes. Ce chapitre explore la nature de ces conversations, leur contenu et leur impact sur la structure du régime. Le scénario typique de ces conversations était caractérisé par une atmosphère conçue pour stimuler la concentration et la solennité. Hitler préférait des espaces fermés où il pouvait contrôler la lumière, l'acoustique
et la disposition physique des participants. Goebbels, pour qui chaque détail avait une signification symbolique, interprétait ces environnements comme un reflet du caractère du Führer. L'atmosphère était souvent dominée par de longues pauses, des intervalles de réflexion et un rythme qui permettait à Hitler d'étendre ses idées sans interruption. Goebbels écoutait attentivement, notant mentalement les formulations, les concepts et les expressions qu'il jugeait utiles pour la propagande et le discours public. Le contenu de ces conversations tournait autour d'un ensemble d'obsessions que Hitler avait développées depuis les années suivant la Première Guerre mondiale. Pour lui, l'histoire était un récit d'ascension et de chute de nations liées à des attributs raciaux supposés. Dans ce contexte, le peuple allemand représentait une unité historique prédestinée à dominer l'Europe. Au sein de ces conversations, Hitler avait l'habitude de recourir à des épisodes du passé qu'il réinterprétait avec une liberté absolue, transformant des faits complexes en récits de lutte et de trahison. Goebbels non seulement acceptait ces versions, mais il les élargissait et les transformait en structures narratives pouvant s'adapter facilement à différents formats de propagande. Les séances privées entre les deux incluaient également des réflexions sur la nature humaine. Hitler manifestait un profond mépris pour la démocratie qu'il identifiait comme un système affaiblissant la volonté nationale. Il soutenait que les masses avaient besoin d'une direction ferme, d'un leader capable d'incarner l'unité spirituelle du peuple. Goebbels absorbait cette vision et la reformulait en termes de communication politique. Selon lui, le public devait être exposé à des messages clairs, simples et répétés, capables d'imprimer dans leur conscience une interprétation unique de la réalité. Ces idées devenaient des directives pour les campagnes, discours et décisions stratégiques au sein du ministère de la propagande. Les questions raciales occupaient une place centrale dans ces conversations. Hitler parlait du concept de pureté comme un principe fondamental pour la survie de la nation. Il présentait l'histoire allemande comme une lutte constante contre des ennemis internes et externes, cherchant à affaiblir l'esprit du peuple. Goebbels partageait cette vision et, à partir de ces conversations, développait des lignes de propagande destinées à renforcer l'idée d'une communauté nationale homogène. Tous deux convenaient que la politique devait être orientée vers la construction d'un espace défini par la race, dans lequel les éléments considérés comme étrangers ou nuisibles devaient être expulsés ou éliminés. Ces discussions articulaient la logique de l'antisémitisme qui est devenu l'un des piliers du régime nazi. Pour Hitler, les Juifs représentaient une menace totale, non seulement en termes économiques ou politiques, mais en tant que symbole de décadence culturelle. Goebbels profitait de ces idées pour développer des récits qui présentaient les Juifs comme responsables des problèmes nationaux. Dans cet espace privé, les deux dirigeants renforçaient mutuellement leur hostilité, générant un cercle de rétroaction idéologique où la radicalisation s'intensifiait à chaque conversation. En plus de l'antisémitisme, les conversations incluaient sa perception d'autres minorités et groupes. Hitler classait les peuples slaves, les Roms et d'autres groupes comme inférieurs dans la hiérarchie raciale, les considérant aptes uniquement pour le travail forcé ou la réinstallation. Goebbels, conscient de l'utilité politique de ces conceptions, analysait la manière d'intégrer ces préjugés dans des campagnes qui prépareraient la population à accepter les politiques d'occupation et de répression dans les territoires conquis. Dans ces conversations se façonnait le cadre conceptuel qui justifierait par la suite des politiques d'extermination et de colonisation. Un composant clé de ces dialogues privés était sa vision de l'avenir allemand. Hitler imaginait un Reich qui s'étendrait pendant des siècles, une structure politique et sociale conçue pour consolider la domination allemande en Europe. Dans cette vision, l'Allemagne devait se transformer en une puissance autosuffisante, basée sur un concept d'espace vital qui permettrait à sa population d'accéder à des ressources, territoires et opportunités d'expansion. Goebbels s'impliquait activement dans l'interprétation de ce rêve géopolitique, posant des questions sur les détails, proposant des schémas narratifs et analysant comment cet avenir devait être présenté au public allemand. Le concept d'espace vital faisait l'objet de longues discussions. Hitler voyait en Europe de l'Est une région destinée à devenir le grenier du Reich, un territoire qui devait être réorganisé selon des critères raciaux et économiques définis par l'élite nazie. Goebbels comprenait la dimension symbolique de ce projet et travaillait à construire un récit qui présenterait l'expansion territoriale
comme un acte nécessaire pour la survie nationale. Dans ces conversations ont été construits les arguments qui justifieraient l'invasion de la Pologne, la guerre contre l'Union soviétique et le contrôle de vastes territoires en Europe orientale. La perception que les deux avaient de l'ennemi se forgeait également lors de ces réunions privées. Hitler interprétait la politique internationale comme un scénario dominé par des conspirations et des rivalités immuables. Il considérait que des puissances comme la France, le Royaume-Uni et les États-Unis représentaient des obstacles à la mission historique allemande. Goebbels contribuait à cette vision en élaborant des récits dans lesquels les adversaires étaient montrés comme des entités moralement décadentes, incapables de comprendre la grandeur du peuple allemand. Ces interprétations se traduisaient en discours officiels qui visaient à mobiliser la population derrière l'effort de guerre. Le fonctionnement interne du régime, avec ses rivalités personnelles et luttes de pouvoir, était également un sujet récurrent dans les conversations. Hitler analysait le comportement de ses collaborateurs et évaluait leur loyauté selon des critères subjectifs. Goebbels, toujours attentif à ses impressions, profitait des conversations privées pour renforcer sa position au sein du cercle interne. Ils discutaient tous les deux de figures comme Göring, Himmler, Ribbentrop et d'autres dirigeants du parti, évaluant leurs capacités et leur fiabilité. Dans ce contexte, les conversations fonctionnaient comme un instrument pour confirmer les subordinations et redistribuer les espaces d'influence. L'économie et l'industrie allemande apparaissaient également dans les dialogues privés, bien que d'une manière moins technique. Hitler expliquait son désir de transformer l'économie allemande en une structure orientée vers la guerre, capable de soutenir un conflit prolongé. Goebbels interprétait ces idées d'un point de vue propagandiste, cherchant à présenter les sacrifices économiques comme un acte patriotique. Dans ces conversations, des stratégies ont été abordées pour maintenir le moral du peuple élevé malgré les difficultés, en utilisant le récit de la lutte historique comme outil pour justifier les restrictions et les mesures sévères. La stabilité interne du régime était analysée d'un point de vue psychologique. Hitler croyait que la cohésion nationale dépendait du contrôle strict de l'information, de l'élimination des opposants et de la surveillance constante de toute forme de dissidence. Goebbels, en tant que ministre de la propagande, développait à partir de ces conversations les mécanismes qui permettraient de convertir ces perceptions en politique concrète: censure, contrôle de la presse, coordination des médias, création d'ennemis internes et diffusion systématique de messages conçus pour façonner la mentalité collective. Un autre thème récurrent était l'importance de l'esthétique politique. Hitler voyait dans l'architecture, la scénographie et l'organisation des manifestations publiques des éléments fondamentaux pour transmettre la grandeur du parti. Goebbels partageait cette préoccupation et utilisait les conversations privées pour discuter des détails sur les défilés, l'éclairage, le design des scènes et les modes de présentation. Ils considéraient tous deux que l'esthétique n'était pas un simple ornement, mais une expression tangible du pouvoir politique. À partir de leurs conversations, se définissaient les grands événements qui rythmaient la politique du régime, des congrès du parti aux célébrations militaires. La politique culturelle occupait une place importante dans leurs discussions. Hitler exprimait sa vision sur l'art, la musique, la littérature et le cinéma, définissant ce qu'il considérait comme représentatif de l'esprit allemand. Goebbels transformait ses opinions en directives pour l'industrie culturelle du Reich. Au cours de ces conversations, on décidait quels artistes seraient promus, quelles œuvres seraient interdites et quels messages devaient être diffusés à travers la production culturelle. Ce processus a permis au régime de construire un univers symbolique cohérent avec ses objectifs idéologiques. Parfois, les conversations prenaient un ton personnel où Hitler révélait ses peurs, ses angoisses et ses frustrations. Il se lamentait de trahisons réelles ou imaginaires, de difficultés politiques et d'obstacles qui, selon lui, entravaient la mission historique du Reich. Goebbels intervenait à ces moments avec des mots cherchant à réaffirmer la confiance du Führer dans sa vision, renforçant ainsi le lien émotionnel entre eux. C'était dans ces interactions que le rôle de Goebbels en tant que confident et stabilisateur émotionnel du leader nazi se consolidait. À mesure que la guerre approchait, les conversations privées se concentraient sur des scénarios futurs, des stratégies militaires et des projections de politique internationale. Hitler partageait sa conviction que l'Allemagne devait agir rapidement pour éviter d'être prise au piège par la pression de ses ennemis.
Goebbels analysait ces réflexions du point de vue de la mobilisation émotionnelle du peuple. Tous deux s'accordaient à dire que la guerre devait être présentée comme une confrontation inévitable, justifiée par l'hostilité externe et par la nécessité d'assurer l'avenir de l'Allemagne. Lors de ces conversations, on a également défini les attentes sur ce qui devait se passer après les conquêtes territoriales. Hitler exposait son idée de réorganiser l'Europe sous un nouvel ordre politique basé sur des hiérarchies raciales. Goebbels comprenait que cette vision nécessitait une rééducation de la population allemande et européenne par laquelle les nouvelles structures politiques pourraient être acceptées. Les deux étaient d'accord sur le fait que le contrôle idéologique serait aussi important que la victoire militaire et que les futures générations devaient grandir dans un cadre culturel façonné par la vision nazie du monde. Les conversations secrètes entre Hitler et Goebbels étaient, à bien des égards, le laboratoire conceptuel du régime nazi. Elles ont formé des idées, des interprétations et des décisions qui ont ensuite été transposées dans la pratique politique. L'espace privé fonctionnait comme une source constante de radicalisation où les perceptions les plus extrêmes prenaient forme et cohérence. Ce chapitre a exploré le contenu et la structure de ces dialogues, établissant le cadre idéologique et émotionnel qui a défini leurs relations durant les années de consolidation du pouvoir et qui a préparé le terrain pour l'expansion et la guerre. La machine de propagande, tactique convenue dans l'intimité. Les réunions entre Hitler et Goebbels, dédiées spécifiquement à la propagande, représentaient des sessions de travail où la théorie devenait une technique opérationnelle. Alors que dans d'autres rencontres, ils exploraient des visions idéologiques générales, ces conversations se concentraient sur la mécanique concrète du message, comment il devait être construit, distribué et soutenu dans le temps. Le régime nazi comprenait la propagande comme une ingénierie sociale, et dans l'intimité de ces dialogues se concevaient les mécanismes précis qui permettraient de transformer des perceptions individuelles en réalité collective. La première préoccupation tactique qui dominait ces conversations était la gestion du temps de propagande. Hitler insistait sur le fait que chaque campagne devait avoir un rythme calculé, des moments d'intensité suivis de pauses stratégiques permettant l'assimilation du message. Goebbels traduisait cette idée en calendrier détaillé où l'on planifiait des vagues successives d'informations. Il discutait du moment où lancer un nouveau slogan, quand renforcer un symbole existant et quand permettre à certains sujets de disparaître temporairement du discours public. Cette gestion soignée du rythme visait à éviter à la fois l'épuisement et la dispersion de l'attention collective. Lors de ces réunions, on abordait également la segmentation des audiences. Tous deux reconnaissaient que le peuple allemand n'était pas une masse homogène, mais un ensemble de groupes avec des sensibilités différentes. Hitler soulignait la nécessité d'adapter le ton selon le récepteur. Les travailleurs industriels nécessitaient un langage de sacrifice et de solidarité, tandis que les classes moyennes urbaines répondaient mieux à des messages d'ordre et de prospérité. Goebbels développait des matrices complexes où chaque secteur social recevait des variations du même noyau idéologique, ajustées à leurs préoccupations spécifiques. Les conversations incluaient des analyses détaillées sur comment moduler le message sans fragmenter la cohérence générale du discours nazi. La coordination entre les médias était un autre élément central de ces discussions. Hitler exigeait que la radio, la presse écrite, le cinéma et les événements publics fonctionnent comme un système intégré où chaque composant renforçait les autres. Goebbels expliquait les particularités techniques de chaque média. La radio offrait l'immédiateté et la pénétration émotionnelle, la presse permettait une argumentation plus élaborée, le cinéma créait des expériences visuelles durables et les événements publics généraient une participation physique. Dans leurs conversations, ils concevaient des séquences où un événement radiophonique préparait le terrain pour des articles de presse qui étaient ensuite amplifiés par des productions cinématographiques, clôturant le cycle par des manifestations massives. Hitler accordait une attention particulière à la construction de symboles visuels. Lors de ces réunions, il analysait avec Goebbels la puissance communicative d'éléments apparemment secondaires, le design des uniformes, la disposition des insignes, l'utilisation de couleurs sur les drapeaux et les affiches, l'éclairage des bâtiments gouvernementaux. Chaque détail était discuté comme faisant partie d'un langage visuel qui devait transmettre autorité, permanence et cohésion.
Goebbels prenait ces indications et les transformait en manuels de style qui réglaient depuis la taille des croix gammées sur les documents officiels jusqu'à la hauteur exacte à laquelle devaient être placés les portraits du Führer dans les espaces publics. Les conversations incluaient également l'analyse de la concurrence informative. Goebbels informait régulièrement sur les stratégies de propagande d'autres pays, en particulier des démocraties occidentales et de l'Union soviétique. Hitler écoutait ces rapports et tirait des conclusions sur les tactiques à adopter ou à contrer. Il discutait de la manière de neutraliser les messages externes, de présenter les critiques internationales comme des preuves de conspiration et d'utiliser la propagande ennemie pour renforcer le récit nazi. Cet exercice de contre-espionnage communicatif était planifié méticuleusement lors de leurs rencontres privées. Un aspect technique récurrent était la gestion des crises communicationnelles. Hitler exigeait que Goebbels développe des protocoles pour des situations imprévues, scandales internes, défaites militaires inattendues, catastrophes naturelles ou actes de résistance. Dans ces conversations, on établissait des réponses types, des récits de contingence et des mécanismes d'activation rapide. Goebbels présentait des scénarios hypothétiques et tous deux évaluaient les meilleures stratégies de contention ou de réinterprétation. Cette planification a permis au régime de réagir avec une apparente cohérence, même face à des événements qui menaçaient de déstabiliser le contrôle narratif. La manipulation du langage faisait l'objet d'une analyse linguistique lors de leurs réunions. Hitler indiquait les mots et expressions qui devaient être systématiquement intégrés au vocabulaire public, ainsi que les termes qui devaient être éliminés ou resignifiés. Goebbels organisait des campagnes d'infiltration lexicale où de nouvelles expressions étaient graduellement introduites dans les discours officiels, les éditoriaux journalistiques et les scénarios de films jusqu'à se naturaliser dans le langage quotidien. Il discutait de la charge émotionnelle de chaque terme, de sa capacité de mobilisation et de son potentiel à créer des associations mentales automatiques chez la population. Les conversations abordaient aussi la construction de récits historiques alternatifs. Hitler proposait des réinterprétations du passé allemand qui devaient être diffusées comme connaissances historiques légitimes. Goebbels élaborait des stratégies pour insérer ces versions dans le système éducatif, dans des publications académiques contrôlées et dans des productions culturelles. Tous deux discutaient de la manière de déplacer les interprétations historiques antérieures par la répétition systématique de nouveaux récits qui présentaient le régime nazi comme l'aboutissement naturel de l'histoire allemande. Ce travail de réécriture du passé se planifiait avec une perspective générationnelle, cherchant à ce que les nouvelles cohortes grandissent sans accès à des versions alternatives de l'histoire nationale. L'utilisation stratégique du silence était une autre dimension explorée dans ces réunions. Hitler et Goebbels reconnaissaient que contrôler ce qui n'était pas dit était aussi important que gérer ce qui était diffusé. Ils discutaient des sujets qui devaient être complètement exclus du débat public, des informations qui devaient être cachées par distraction et des affaires qui pouvaient être mentionnées superficiellement sans approfondir. Cette gestion du vide informatif nécessitait une coordination précise entre tous les organes de communication du régime et les conversations privées servaient à ajuster constamment ces limites invisibles. La personnalisation du leadership était un thème technique récurrent. Hitler voulait que son image publique transmette simultanément proximité émotionnelle et distance mythique. Goebbels travaillait cette paradoxe par des stratégies spécifiques, diffusion d'anecdotes personnelles soigneusement sélectionnées qui humanisaient le Führer sans affaiblir son aura d'autorité, photographies qui le montraient dans des contextes quotidiens mais toujours en position de domination visuelle, discours qui alternaient ton paternel et proclamations apocalyptiques. Dans leurs conversations, tous deux ajustaient constamment cet équilibre, répondant à des rapports sur la perception publique du leadership. Les tactiques de mobilisation émotionnelle étaient conçues avec une précision clinique. Hitler identifiait les émotions qui devaient être activées à chaque moment politique. Peur face à des menaces extérieures, fierté après des victoires militaires, indignation face à des supposées injustices historiques, espoir pendant les campagnes de reconstruction. Goebbels transformait ces indications émotionnelles en formules communicatives spécifiques, combinaisons d'images, de musique, de textes et de voix qui activaient les réponses souhaitées.
Ces conversations comprenaient des analyses quasi scientifiques sur les seuils de saturation émotionnelle et les temps de récupération nécessaires avant de lancer de nouvelles vagues de mobilisation. L'instrumentalisation de témoignages et d'expériences personnelles était une autre technique discutée en détail. Goebbels expliquait à Hitler comment les histoires individuelles pouvaient devenir des outils de propagande plus efficaces que les statistiques abstraites. Il planifiait la sélection de cas exemplaires, soldats héroïques, familles sacrifiées, travailleurs exemplaires, jeunes dévoués. Ces histoires étaient amplifiées par tous les canaux disponibles, transformant des expériences particulières en archétypes que la population pouvait émuler. Dans leurs conversations, les profils idéaux et les récits biographiques qui devaient dominer l'imaginaire collectif étaient définis. Hitler et Goebbels consacraient également du temps à analyser l'impact de la propagande dans des contextes spécifiques. Ils discutaient de la manière dont les messages devaient être adaptés pendant les périodes d'élections locales, les célébrations nationales, les moments de crise économique ou les phases d'intensification de la guerre. Chaque contexte exigeait des ajustements tactiques qui étaient planifiés à l'avance. Goebbels présentait des propositions que Hitler évaluait selon des critères d'efficacité politique immédiate et de cohérence avec les objectifs stratégiques à long terme. Ces conversations fonctionnaient comme des sessions d'affinement où la machine de propagande était constamment recalibrée. La mesure de l'impact propagandiste occupait une place importante dans ces dialogues. Goebbels a développé des systèmes rudimentaires mais efficaces pour évaluer la pénétration des messages, rapports d'espionnage interne sur des conversations privées, analyse de l'assistance à des événements publics, suivi de la demande de produits culturels officiels, surveillance des plaintes citoyennes. Lors de leurs réunions, ils examinaient ces indicateurs et tiraient des conclusions sur les tactiques qui fonctionnaient et celles qui nécessitaient une modification. Ce retour d'informations empiriques permettait d'optimiser continuellement les stratégies de communication. Les conversations incluaient des réflexions sur la durabilité de la propagande dans le temps. Hitler craignait que la population ne développe une résistance ou un scepticisme face à des messages excessivement répétitifs. Goebbels proposait des techniques de renouvellement, introduction périodique de nouveaux ennemis, rotation des thèmes centraux, variation des formats narratifs, incorporation de nouveautés technologiques dans la diffusion. Tous deux convenaient que la machine de propagande devait évoluer constamment pour maintenir son efficacité, évitant la fossilisation qui caractérisait d'autres régimes autoritaires. Vers les dernières années de la guerre, ces conversations techniques ont pris un caractère de plus en plus urgent. La propagande devait compenser des réalités matérielles adverses, pénurie de nourriture, destruction urbaine par bombardement, revers militaires. Hitler et Goebbels concevaient des stratégies de dernier recours, intensification du langage apocalyptique, promesses d'armes miraculeuses, construction de récits de résistance héroïque. Les réunions sont devenues plus fréquentes et plus focalisées sur la gestion quotidienne des crises de communication qui menaçaient de saper le contrôle sur la perception collective. Dans ces conversations finales, tous deux reconnaissaient implicitement que la propagande avait atteint ses limites opérationnelles. La réalité matérielle s'imposait sur la construction symbolique. Cependant, ils continuaient à affiner des techniques, ajustant des messages et planifiant des campagnes comme si la machine pouvait fonctionner indéfiniment. Ce chapitre montre comment les conversations privées entre Hitler et Goebbels ont transformé la propagande d'un art intuitif en une science appliquée, développant des tactiques spécifiques qui ont soutenu le régime jusqu'à son effondrement final. La guerre comme narrative, conversation pendant les fronts en expansion. Lorsque la guerre a commencé en septembre 1939, les conversations entre Hitler et Goebbels ont pris un caractère plus systématique, presque rituel. La propagande et la stratégie politique se sont fondues en un processus unique d'interprétation. Hitler avait besoin que la guerre soit perçue non pas comme une action militaire limitée, mais comme un événement historique total, une mission spirituelle de rédemption nationale. Goebbels, avec la précision d'un artisan du langage, transformait cette idée en mots, images et séquences narratives que le peuple allemand pouvait intérioriser. Ce qui était idéologie pour le Führer était un scénario pour Goebbels. Tous deux savaient que la guerre devait être racontée avec la même intensité qu'elle était menée. Dans les premiers mois du conflit, leur conversation reflétait une euphorie et une confiance. Hitler était convaincu que la rapidité des victoires
consoliderait la légitimité du régime et renforcerait son rôle en tant que conducteur du destin allemand. À la chancellerie, les réunions nocturnes se succédaient dans une atmosphère d'exaltation. Goebbels écoutait les récits des avancées militaires, des stratégies et des rencontres avec les généraux, et traduisait immédiatement ces informations en matériel de propagande. Son objectif était de projeter le Führer comme le stratège infaillible, le leader qui avait rendu à l'Allemagne la grandeur perdue après la défaite de 1918. Les conversations de cette période tournaient autour de la manière dont la guerre devait être présentée au public. Hitler insistait pour éviter les tons défensifs. La guerre ne devait pas sembler être une réaction à des menaces extérieures, mais un acte d'affirmation nationale. Goebbels a élaboré, à partir de ces idées, un discours qui décrivait le conflit comme la continuation naturelle de la lutte allemande pour la survie. Les premières campagnes de propagande se sont concentrées sur la restauration de la fierté nationale, l'unité du peuple et la représentation de l'ennemi comme un obstacle au destin historique du Reich. En 1940, après la conquête de la France, les conversations entre les deux prirent une tonalité différente. Le Führer se montrait convaincu de son rôle providentiel, tandis que Goebbels percevait chez son leader une énergie presque messianique. En privé, il parlait du nouvel ordre européen comme d'une réalité tangible. Hitler décrivait en détail comment le continent devait être organisé sous l'hégémonie allemande. Goebbels prenait note de chaque idée, conscient que cet imaginaire devait se transformer en récit pour consolider la sensation de triomphe. Dans l'intimité, il discutait du langage visuel qui devait accompagner les victoires, cartes, défilés, portraits de soldats et compositions musicales conçues pour éveiller fierté et confiance. La narration de la guerre était aussi importante que la guerre elle-même. Hitler considérait que le contrôle du récit équivalait au contrôle de l'esprit national. Dans ses discussions avec Goebbels, il analysait l'histoire comme un théâtre de perception. Les peuples ne gagnaient pas uniquement par la force, mais par la conviction de leur cause. Goebbels assuma cette logique comme un mandat. Ses ministères et départements devinrent un système de production narrative qui transformait chaque événement militaire en symbole de la mission allemande. Les défaites tactiques étaient dissimulées, les victoires amplifiées, et l'ensemble des informations était organisé comme un récit continu d'ascension héroïque. Les réunions privées abordaient aussi les dilemmes de la censure. Hitler craignait que l'exposition de mauvaises nouvelles affaiblisse le moral du peuple. Goebbels, sans le contredire, avertissait qu'un excès de silence pouvait générer de la méfiance. Dans de longues conversations nocturnes, il discutait de l'équilibre entre vérité et manipulation. Il décidait quels échecs pouvaient être partiellement reconnus et comment les transformer en exemples de sacrifice ou de bravoure. Dans ce processus est née une technique narrative fondamentale: convertir la défaite en résistance morale. Chaque retrait devait être interprété comme faisant partie d'une épreuve historique, chaque perte comme prélude à une victoire future. L'année 1941 marqua un tournant. L'invasion de l'Union soviétique ouvrit un front de dimension colossale. Les conversations entre Hitler et Goebbels devinrent plus fréquentes et plus denses. Hitler voyait la guerre contre l'Est comme une croisade idéologique, une lutte raciale entre civilisation et barbarie. Goebbels comprenait que le conflit devait être présenté au peuple allemand en ces termes. Dans l'intimité, tous deux développèrent le récit du combat existentiel. L'Allemagne ne luttait pas seulement pour des territoires, mais pour la survie de sa race et de sa culture. À partir de ces conversations, furent conçus les messages qui accompagneraient l'opération Barbarossa et ses conséquences. Lors de ces réunions, le traitement informatif des populations conquises a également été défini. Hitler exposait sa vision des territoires de l'Est en tant qu'espace destiné à la colonisation allemande. Goebbels traduisait cette idée dans un discours qui justifiait l'occupation et l'exploitation comme partie de l'ordre naturel. En privé, il discutait de la représentation visuelle de l'ennemi soviétique. Il devait être montré comme une masse anonyme, primitive et menaçante. Ce type de construction symbolique légitimait la violence et consolidait la perception que la guerre était une confrontation inévitable entre deux mondes incompatibles. Les conversations ne se limitaient pas au domaine militaire. Hitler et Goebbels discutaient également de l'état émotionnel du peuple allemand. Ils savaient que les campagnes prolongées exigeaient une gestion constante de l'espoir et de la peur. Goebbels
présentait des rapports sur le moral public et proposait des stratégies pour maintenir l'enthousiasme. Hitler répondait par des observations sur le caractère du peuple qu'il considérait fort mais émotionnellement influençable. Ensemble, ils ajustaient le ton de la propagande. Au moment de victoire, on exaltait la grandeur. Au moment de crise, on invoquait le devoir et le sacrifice. Au cours des premières années du front oriental, le climat de leur conversation oscillait entre l'euphorie et l'inquiétude. Les victoires initiales renforçaient le sentiment de destin accompli, mais les difficultés logistiques et la résistance soviétique commençaient à générer des tensions. Goebbels percevait les premiers signes d'épuisement moral et les transmettait avec prudence. Hitler répondait par des discours sur la volonté et la nécessité de résister à toute souffrance. Dans l'intimité, tous deux convenaient que le récit devait maintenir un ton héroïque. Le peuple devait se sentir partie prenante d'une épopée historique, même lorsque la réalité commençait à devenir défavorable. L'entrée des États-Unis dans la guerre en décembre 1941 a complètement transformé le ton de leur conversation. Hitler interprétait le nouveau scénario comme une confirmation de ses prophéties sur une conspiration mondiale contre l'Allemagne. Goebbels, conscient du défi, reformula la propagande pour l'adapter au récit d'une lutte totale. Lors de leur réunion, ils discutaient de la manière de présenter la guerre mondiale comme un affrontement entre civilisation et décadence, entre l'ordre du Reich et le chaos international. Le langage des campagnes est devenu plus agressif et plus apocalyptique. La guerre n'était plus seulement un conflit militaire, c'était la bataille définitive pour l'avenir du monde. En 1942, les conversations reflétaient la pression croissante des fronts. Hitler, de plus en plus isolé, avait recours à Goebbels comme son principal interlocuteur politique. Dans l'intimité, il parlait pendant des heures des causes des difficultés, de la fidélité du peuple et de la possibilité d'une victoire finale. Goebbels gardait une attitude de dévouement inaltérable. Leurs conversations devenaient des séances de renforcement psychologique où le ministre cherchait à soutenir la confiance du leader. De ces réunions naquirent les premiers discours de résistance spirituelle, où l'on affirmait que la grandeur de l'Allemagne résidait dans sa capacité à supporter l'adversité. La bataille de Stalingrad a marqué un tournant dans le ton des conversations. Hitler se montrait furieux et méfiant, tandis que Goebbels essayait de trouver une façon de transformer le désastre en un symbole. Lors de longues sessions dans le bunker, ils analysaient comment la nouvelle devait être communiquée au public. Ils ont décidé que la défaite devait être présentée comme un acte d'héroïsme sans précédent, un exploit de sacrifice suprême. Cette interprétation, issue de leurs conversations privées, est devenue le pivot de la propagande pendant les mois suivants. Le message était clair, même dans la défaite, le peuple allemand démontrait sa supériorité morale et sa fidélité au Führer. À mesure que la guerre avançait vers l'ouest et que les bombardements alliés s'intensifiaient, les conversations entre Hitler et Goebbels se concentraient sur la gestion de la peur. Goebbels informait sur la dévastation des villes, la perte de foyers et la fatigue collective croissante. Hitler répondait en insistant sur la nécessité de maintenir la discipline. En privé, ils savaient tous deux que la réalité était de plus en plus difficile à cacher. Ils discutaient de stratégies pour renforcer le sentiment de but, des appels à l'unité familiale, l'exaltation des morts, des promesses d'armes miraculeuses. Ces tactiques visaient à maintenir la cohésion émotionnelle quand il n'y avait plus de certitude matérielle. L'invasion alliée de Normandie en 1944 a mené leur conversation à un point critique. Hitler se repliait de plus en plus et Goebbels est devenu l'un des rares à avoir un accès fréquent à sa présence. Lors de leur rencontre, ils analysaient les rapports du front et élaboraient de nouvelles versions de la réalité. Hitler insistait sur le fait que la défaite était temporaire et que l'histoire finirait par lui donner raison. Goebbels organisait des messages qui renforçaient cette illusion. Il parlait de contre-offensives décisives, de nouvelles armes secrètes et de la foi inébranlable du Führer. Les conversations privées ne généraient plus de stratégie réelle, mais bien des fictions nécessaires pour soutenir la structure psychologique du régime. Au cours des derniers mois de 1944, le ton de leurs réunions est devenu presque confessionnel. Hitler se plaignait de la trahison de ses généraux, de l'incompréhension du peuple et de l'ingratitude du destin. Goebbels l'écoutait avec révérence, cherchant à transformer chaque mot en fragment de discours.
La guerre, qui avait commencé comme une entreprise de conquête, s'est transformée en une narration de martyrs. Dans l'intimité de ces conversations, tous deux ont convenu d'un concept qui marquerait la fin du régime. Si l'Allemagne devait tomber, ce serait comme un peuple élu qui avait résisté jusqu'à la limite. Ce récit serait la base du message final que Goebbels porterait à la radio dans les derniers jours du Reich. À travers la guerre, les conversations entre Hitler et Goebbels fonctionnaient comme un miroir du processus historique. Elles condensaient les espoirs, les peurs et les distorsions qui alimentaient la machine du pouvoir. Ce qui avait commencé comme une stratégie de communication est devenu une forme d'existence politique. Au fur et à mesure que la réalité s'effondrait, les mots ont remplacé les faits et le récit a prévalu sur la vérité. Dans les dernières années du conflit, ces conversations ne construisaient plus la guerre. Elles tentaient, désespérément, de lui donner un sens, l'effondrement, conversation finale dans le bunker et la création du dernier récit. Au cours des derniers mois de la Seconde Guerre mondiale, les conversations entre Adolf Hitler et Joseph Goebbels ont pris un nouveau ton, claustrophobique, obsessionnel et marqué par l'effondrement imminent. Ce qui était auparavant un échange de stratégies, de visions d'avenir et de planification propagandiste s'est transformé en un dialogue destiné à soutenir une fiction épuisée. Éloignés du monde extérieur, tous deux se sont réfugiés dans une narrative de résistance absolue, tentant de transformer la défaite militaire en un acte de signification historique. Dans le bunker de la chancellerie, les conversations ont cessé de générer des décisions opérationnelles et sont devenues un mécanisme de survie psychologique. La transition vers cette phase finale a commencé à la fin de 1944, lorsque la pression militaire sur le Reich est devenue irréversible. Hitler, affaibli physiquement et émotionnellement, s'est replié vers un cercle d'interlocuteurs de plus en plus restreint. Goebbels, dont la fidélité n'avait jamais vacillé, est devenu l'un des rares à qui le Führer permettait d'accéder à son intimité. Dans ces conversations, Hitler parlait avec un mélange de résignation et de défi, alternant des moments de lucidité avec des épisodes de fantaisie stratégique. Goebbels écoutait attentivement, interprétant chaque geste comme un mandat, chaque confession comme une instruction pour soutenir un récit final. Lorsque Hitler s'est définitivement installé dans le bunker en janvier 1945, cet espace souterrain est devenu le théâtre de ses dernières interactions significatives. Les pièces étroites, l'éclairage artificiel et l'absence de fenêtres créaient une sensation d'isolement total. Les conversations qui y avaient eu lieu avaient un rythme lent, marqué par la fatigue physique du Führer et la tension constante de l'environnement. Goebbels, qui vivait également dans le bunker avec sa famille, se rendait fréquemment dans les chambres de Hitler pour l'informer de la situation du front, du moral de la population et des effets des bombardements. Dans ces échanges, la distance entre réalité et perception est devenue de plus en plus large. Hitler utilisait ces conversations pour construire une explication de la défaite qui préservait sa vision du monde. Il évitait d'attribuer l'effondrement à ses propres erreurs. Selon son interprétation, le Reich était détruit par des forces extérieures et des trahisons internes. Les conversations incluaient des références constantes à la déloyauté de certains généraux, à l'épuisement de l'esprit du peuple et au prétendu complot international qu'il avait toujours imaginé. Goebbels renforçait ses idées avec des commentaires soigneusement sélectionnés, essayant de maintenir le leader dans un état émotionnel qui lui permettait de continuer à exercer son autorité à l'intérieur du bunker. Dans ces rencontres, Hitler passait en revue des épisodes clés de la guerre avec un mélange de nostalgie et d'amertume. Il parlait de campagnes passées, de décisions stratégiques qu'il avait prises avec conviction et de moments où le destin semblait être de son côté. Pour Goebbels, ces réminiscences étaient une opportunité pour consolider l'image héroïque du Führer. Il écoutait sans questionner, permettant à Hitler de réorganiser sa mémoire pour l'ajuster à la narration dont il avait besoin à ce moment-là. Dans ces conversations, le passé devenait un refuge et un argument pour justifier la persévérance dans une lutte perdue. Les réunions privées se concentraient également sur la perception de la morale allemande. Hitler exprimait sa déception face à ce qu'il considérait comme une détermination insuffisante du peuple. Goebbels répondait par des évaluations qui adoucissaient partiellement la réalité en mettant en avant des exemples de loyauté et de sacrifice.
Il savait que la stabilité psychologique du Führer dépendait du maintien de l'idée qu'une partie du peuple continuait à croire en lui. Dans leurs conversations, ils élaboraient une image idéalisée de la nation allemande, un peuple qui, selon eux, était trahi par ses élites militaires, mais qui possédait encore un noyau de fidélité authentique. Alors que les soviétiques avançaient vers Berlin, les conversations devenaient plus sombres. Hitler exprimait sa conviction que la chute de la capitale serait le dénouement logique d'une lutte apocalyptique. Il ne contemplait ni la reddition ni la négociation. Pour lui, ces options équivalaient à la trahison absolue. Goebbels partageait cette vision et utilisait les réunions dans le bunker pour renforcer l'idée que la résistance était le seul chemin possible. Tous deux discutaient de la manière dont cette fin devait être présentée au peuple allemand. De ces conversations est né le concept du sacrifice final, l'idée que l'Allemagne devait tomber comme une nation digne, fidèle à elle-même, affrontant l'ennemi sans hésitation. L'un des thèmes les plus récurrents dans leurs échanges était la figure de l'ennemi. Hitler parlait fréquemment de l'avancée soviétique, la caractérisant comme une menace existentielle pour le peuple allemand. Goebbels analysait cette perception d'un point de vue communicatif. Il comprenait que la peur de l'ennemi pouvait renforcer la fidélité de ceux qui soutenaient encore le régime. Dans leur conversation, tous deux convenaient que la seule façon de faire face à cette menace était de maintenir la cohésion interne. À partir de ces idées, Goebbels élaborait ses derniers discours radiophoniques dans lesquels il présentait la lutte comme un affrontement à mort entre civilisation et barbarie. Les conversations privées avaient également une dimension stratégique, bien que de moins en moins efficace. Hitler continuait de parler de divisions inexistantes, de contre-attaques imaginaires et de ressources qui n'arriveraient jamais. Goebbels participait à ces simulations avec prudence, conscient que les remettre en question pourrait déstabiliser encore plus le chef. Lors de leurs réunions, ils analysaient des cartes, des rapports partiels et des données fragmentées. Mais la distance entre l'information réelle et l'interprétation que Hitler souhaitait accepter s'élargissait de plus en plus. L'espace intime entre les deux devint un refuge, où la fiction maintenait en suspens la perception de l'effondrement. La tension émotionnelle dans le bunker était constante. Les bombardements secouaient les murs, les rapports du front étaient de plus en plus désespérés et le flux de visiteurs se réduisait à un cercle de personnes qui montraient encore une fidélité absolue. Dans ce contexte, les conversations entre Hitler et Goebbels prenaient un caractère presque rituel. Chaque rencontre réaffirmait le récit qu'ils avaient construit pendant des années. Le destin du Reich était lié à la résistance absolue et le Führer devait rester à Berlin pour symboliser cette détermination. Lors de ces réunions, Hitler répétait son idée que quitter la ville serait un déshonneur. Goebbels répondait en confirmant que sa place était aussi là, aux côtés du leader, jusqu'à la fin. Dans les derniers jours d'avril 1945, leurs conversations devenaient plus brèves et fragmentées, mais non moins intenses. Hitler était affaibli et avait une mobilité réduite. Goebbels, en revanche, montrait une énergie persistante, alimentée par la conviction qu'il devait accompagner le Führer dans ses décisions finales. Lors de ces dernières réunions, ils discutaient principalement de la manière dont l'effondrement devait être présenté au monde extérieur. Tous deux savaient que la propagande n'avait plus la capacité de modifier le cours des événements, mais ils la concevaient encore comme un outil pour définir la mémoire future. Ils voulaient que la chute du Reich ne soit pas interprétée comme un échec, mais comme un sacrifice imposé par des forces extérieures. L'un des moments les plus significatifs de cette étape fut la discussion sur la continuité du leadership. Hitler parlait avec une insistance croissante de la nécessité de nommer des successeurs et d'organiser les dernières instructions. Goebbels, cependant, rejetait toute idée impliquant une survie personnelle. Dans ses conversations, il affirmait que son destin était lié à celui du Führer. Cette détermination impressionna profondément Hitler, qui y voyait la confirmation ultime de la loyauté de son ministre. La conversation où Goebbels exprima ouvertement son intention de mourir à Berlin marqua la clôture symbolique de leur relation politique. En parallèle, les conversations incluaient des réflexions sur la trahison. Hitler était convaincu que le Reich avait été sapé par la déloyauté de ses généraux. Il racontait des épisodes passés avec un ton de reproche constant. Goebbels renforçait cette interprétation, soulignant que le peuple allemand ne devait pas porter la culpabilité de l'effondrement.
Dans ces conversations, une idée clé du récit final s'est forgée. Le Führer n'avait pas été vaincu par la force de l'ennemi, mais par l'insuffisance morale de ceux qui auraient tant dû le soutenir. Cette interprétation, bien que fausse, permit à tous deux de maintenir un sentiment de cohérence à un moment de chaos total. Les derniers jours ont été marqués par un schéma répété. Hitler appelait Goebbels à son bureau où il discutait de la situation militaire, des rapports qui arrivèrent de la surface et de l'imminence de la fin. Goebbels écoutait en silence, n'intervenant que pour réaffirmer la logique interne du récit qu'ils avaient construit pendant des années. Le destin historique de l'Allemagne arrivait à son heure la plus sombre, et il devait l'affronter avec dignité. Dans ces conversations, Hitler exprimait la conviction que sa mort devait être un acte politique. Pour lui, mourir à Berlin était une façon de transférer la responsabilité au destin, créant une image de leadership qui refusait de tomber entre les mains de l'ennemi. Dans les moments finaux, les conversations ont pris une tonalité intime et presque cérémoniale. Hitler parlait de sa préoccupation pour la postérité. Il ne souhaitait pas que son corps soit exhibé comme trophée. Goebbels l'encourageait à prendre des mesures pour l'éviter, réaffirmant que sa mort devait représenter un message politique. Ils ont également discuté du sort de la famille de Goebbels. Hitler proposait des alternatives, mais le ministre insistait pour que sa femme et ses enfants ne survivent pas au Reich. Cette déclaration a scellé la tragédie finale du bunker. Ce fut l'une des conversations les plus sombres de leur relation, marquée par la détermination fanatique qu'ils partageaient tous deux. Le 30 avril 1945, lorsque Hitler prit sa décision définitive, Goebbels fut parmi les derniers à lui parler. La conversation fut brève, mais elle résuma des années de fidélité et de narration partagée. Hitler réitéra sa croyance dans le destin historique allemand. Goebbels répondit avec la même conviction. Il n'y eut ni lamentation personnelle, ni appel à reconsidérer la décision. Tous deux étaient alignés sur l'idée que la fin devait être cohérente avec la vision qu'ils avaient construite depuis leur première conversation. Lorsque Hitler se retira pour se donner la mort, Goebbels accepta que son rôle n'était pas de continuer, mais de clore le cycle narratif. Les heures suivantes furent marquées par le respect du scénario convenu. Goebbels assuma brièvement un rôle formel au sein du gouvernement effondré, bien qu'il n'ait eu aucune capacité réelle d'influencer quoi que ce soit. Sa dernière communication publique montra le ton qu'il avait convenu avec le Führer, un message de défi et de fatalisme. Après avoir accompli cet ultime acte narratif, il se retira avec sa famille, suivant la voie qu'il avait discutée lors de ses dernières conversations. Le suicide de Goebbels et la mort de ses enfants marqua la clôture de l'histoire collective qu'ils avaient construite avec Hitler. Ce chapitre évoque la fin d'une relation politique et émotionnelle qui avait défini une bonne partie du fonctionnement interne du régime nazi. Dans le bunker, les conversations entre Hitler et Goebbels ont cessé de servir d'instrument de politique active et se sont transformées en la construction consciente d'un récit final. Dans l'intimité de l'effondrement, tous deux ont tenté de donner un sens à la destruction du Reich et à la fin de leur propre existence. Les mots ont remplacé les actes, le récit a remplacé la stratégie et la fiction a remplacé la réalité. Dans cet espace fermé, la relation entre les deux a atteint son expression ultime. Une dévotion mutuelle qui s'est consommée dans la ruine totale, écho de l'obscurité, l'héritage silencieux de leur conversation. Lorsque la Seconde Guerre mondiale toucha à sa fin et que le Reich tomba en ruine, le monde hérita d'un paysage historique marqué par la destruction, le déplacement et la mémoire fragmentée. Au milieu de ce décor, les conversations privées qu'Adolf Hitler et Joseph Goebbels ont entretenues pendant plus de 10 ans sont restées comme un élément silencieux, mais essentiel, pour comprendre comment l'intérieur du régime nazi fonctionnait. Bien que bon nombre de ces interactions n'aient pas été enregistrées de manière formelle, leur empreinte se reconnaît dans les décisions politiques, les campagnes de propagande, les ordres militaires et les discours publics. Ce chapitre aborde comment cet échange intime a configuré la pensée du régime, laissé des marques durables dans la culture politique européenne et façonné l'interprétation ultérieure de la machine totalitaire. La première dimension de cet héritage se situe dans la structure du pouvoir nazi. Les conversations entre Hitler et Goebbels ont permis de comprendre que le régime reposait moins sur des institutions
et plus sur des liens personnels, des interprétations subjectives et des dynamiques émotionnelles entre ses dirigeants. Hitler exerçait son autorité à travers la distance, l'imprévisibilité et des moments soigneusement conçus de proximité. Goebbels, avec sa dévotion absolue, offrait un espace de synchronisation idéologique qui renforçait la figure du Führer. Cette configuration du leadership a contribué à la création d'un système où le pouvoir s'écoulait de façon verticale, sans procédure vérifiable. L'héritage de ces conversations démontre comment un régime totalitaire peut s'établir sur une relation intime entre deux individus plutôt que sur des structures politiques solides. Un autre aspect important de l'héritage est la manière dont les conversations ont influencé la création d'un univers symbolique qui a survécu au-delà du régime lui-même. Hitler et Goebbels ont consacré d'innombrables heures à définir comment devait être perçu l'État, le leader, l'ennemi, la guerre et le peuple. Chacun de ces concepts a été façonné avec une précision narrative qui s'est intégrée profondément dans la vie publique allemande. Le mythe du leader infaillible, la figure de l'ennemi absolu, l'idée de la mission historique et le culte du sacrifice sont devenus partie intégrante de l'identité collective pendant les années du Reich. Après la guerre, ces constructions symboliques n'ont pas complètement disparu. Elles sont restées comme des fragments de mémoire, étudiés et réinterprétés pour comprendre la nature de la manipulation politique. Les conversations ont également laissé un héritage sombre dans la compréhension de la propagande comme instrument de pouvoir. Hitler et Goebbels n'ont pas seulement utilisé la propagande comme un mécanisme de communication, ils l'ont conçue comme l'architecture émotionnelle de l'État. Leur échange constant a transformé la propagande en une science appliquée au contrôle social. Cette vision a profondément influencé les études ultérieures sur la communication politique et la psychologie sociale. La manière dont ils discutaient la simplification narrative, la répétition obsessive et la manipulation émotionnelle est devenue un objet d'analyse pour ceux qui cherchaient à comprendre comment un régime pouvait contrôler la perception collective. L'héritage de ces conversations ne réside pas dans leur contenu littéral, mais dans le modèle de domination symbolique qu'elles ont aidé à créer. Un troisième héritage significatif se trouve dans la radicalisation idéologique qui a résulté de ces interactions. Hitler avait tendance à intensifier ses croyances lorsqu'il trouvait en Goebbels un récepteur qui non seulement partageait sa vision, mais l'amplifiait. Goebbels, de son côté, aspirait à interpréter les idées du Führer de manière encore plus stricte, cherchant à démontrer sa loyauté et sa compréhension profonde de l'objectif national-socialiste. Cette dynamique a produit un processus de rétroaction qui a impulsé certaines des politiques les plus destructrices du régime. La radicalisation de l'antisémitisme, la conception raciale de l'espace vital et la justification de la guerre comme confrontation existentielle se sont consolidées en grande partie dans l'espace intime de leurs conversations. Après la guerre, l'analyse historique a identifié ce phénomène comme un exemple extrême de la manière dont l'idéologie peut s'intensifier lorsqu'elle est articulée dans un environnement fermé et chargé émotionnellement. Les conversations ont également laissé un héritage dans la compréhension de l'échec du régime. L'analyse minutieuse de la phase finale du Reich montre que Hitler et Goebbels ont développé une réalité parallèle dans leur dialogue privé. Cette construction narrative, fondée sur la conviction d'une mission historique, a empêché les deux de reconnaître l'ampleur de la crise militaire et politique. Leur échange constant d'interprétations déformées a contribué à des décisions qui ont accéléré la chute de l'État. L'insistance sur la résistance totale, le refus de considérer des redditions locales et l'obsession de maintenir l'illusion de cohésion nationale sont directement issus de cette sphère intime où les deux se réaffirmaient mutuellement. De cette manière, les conversations ont non seulement reflété l'évolution de l'effondrement, mais elles l'ont impulsé. Cet aspect de l'héritage est devenu une référence fondamentale pour des études ultérieures sur la psychologie du leadership autoritaire. Il existe aussi une dimension culturelle de l'héritage. Après la guerre, les images et discours créés à partir de ces conversations sont devenus matière d'analyse pour les cinéastes, écrivains et historiens qui cherchaient à comprendre comment un régime a pu se maintenir à travers une narration si intense. L'intérêt ne reposait pas uniquement sur la propagande visible, mais sur les racines cachées de cette production symbolique.
La compréhension que beaucoup des décisions idéologiques ont surgi dans des dialogues privés a permis de développer des interprétations plus profondes du phénomène nazi. L'héritage culturel consiste donc en la révélation d'un processus créatif destructeur où l'imagination politique s'est transformée en instrument de violence. Dans le domaine académique, les conversations entre les deux leaders sont devenues un pont pour comprendre la relation entre idéologie et pratique. Les politiques nazies ne découlaient non pas uniquement de principes doctrinaires écrits, mais d'interactions personnelles où ces idées étaient discutées, adaptées et ordonnées. Cette perspective a permis de reconstruire la structure interne du régime, non pas comme une machine parfaitement planifiée, mais comme un organisme dynamique où la volonté du leader et l'interprétation du propagandiste interagissaient constamment. L'héritage analytique de ces conversations réside dans leur capacité à montrer que la prise de décision au sein d'un système autoritaire dépend tant de liens personnels que de structures formelles. Les conversations ont également laissé une empreinte éthique et morale. En observant comment étaient définis les objectifs, les ennemis et les justifications dans cet espace intime, on comprend que beaucoup des politiques les plus brutales du régime sont nées dans un environnement où l'humanité de l'autre n'avait pas sa place. Le mépris pour la vie d'autrui, la rationalisation de l'extermination et la déshumanisation de l'ennemi ont émergé de discussions où prédominait la conviction idéologique et l'utilité politique. L'héritage moral de ces conversations consiste en la preuve que le mal politique ne s'articule pas nécessairement dans le feu du conflit, mais peut naître lors de réunions tranquilles, chargées de logique interne et de convictions personnelles. Sur le plan de la mémoire collective, les conversations entre Hitler et Goebbels ont laissé une empreinte ambivalente. D'une part, leur contenu révèle l'ampleur du fanatisme qui a soutenu le régime jusqu'à ces derniers jours. D'autre part, l'existence de cet échange intime permet de comprendre que la résistance à l'analyse critique faisait partie intégrante de leur dynamique. Tous deux ont construit un monde symbolique dans lequel la défaite n'était pas acceptée et l'autocritique était impensable. Après la guerre, cette incapacité à remettre en question leur propre vision est devenue un avertissement pour les démocraties contemporaines sur les dangers de l'autocomplaisance idéologique et du manque de débat interne. Un autre composant de l'héritage se reflète dans la manière dont la responsabilité individuelle est étudiée au sein des systèmes totalitaires. Les conversations montrent que Goebbels n'était pas un exécuteur passif des idées de Hitler, ni Hitler un leader isolé sans intermédiaire créatif. Tous deux ont collaboré à la construction d'une vision et d'une narration qui ont donné une forme concrète aux politiques de répression, d'invasion et d'extermination. L'héritage historiographique de ces conversations consiste à souligner la corresponsabilité intellectuelle dans la genèse du crime politique. L'analyse de cette relation intime est devenue un outil pour comprendre que, dans les régimes totalitaires, les décisions ne sont pas seulement l'expression d'une volonté individuelle, mais le produit d'un réseau d'influences personnelles et d'affinités idéologiques. Dans le domaine international, les conversations entre Hitler et Goebbels ont influencé la manière dont est conçue la propagande d'État. Leur modèle, basé sur la manipulation émotionnelle et la saturation totale de l'espace informatif, a été étudié pour prévenir la répétition de phénomènes similaires. Les mécanismes qu'ils discutaient en privé, la simplification narrative, la diabolisation de l'ennemi, l'appel constant à la peur et au sacrifice, sont devenus des exemples classiques de la façon dont un État peut utiliser la communication pour diriger le comportement collectif. Bien que le monde d'après-guerre ait développé des outils juridiques et éthiques pour contrer ces pratiques, l'étude des conversations a permis de maintenir en mémoire les méthodes qu'un régime peut employer lorsque les contrôles et les oppositions internes n'existent pas. L'héritage se perçoit également dans la façon dont l'histoire analyse la figure du leader charismatique. Les conversations entre Hitler et Goebbels montrent que le charisme ne surgit pas de manière spontanée. Il se construit, se perfectionne et s'adapte à travers la conversation et l'interprétation. Goebbels comprenait que l'image publique de Hitler devait être nourrie d'éléments symboliques soigneusement conçus. Hitler, quant à lui, reconnaissait en Goebbels un interprète capable de convertir ses intuitions en messages puissants. Cette interaction a laissé une empreinte durable sur les études du leadership politique, révélant
que la légitimité charismatique repose sur la collaboration entre celui qui exerce le leadership et celui qui le communique. Vers la fin du chapitre historique que représentent ces conversations, il devient clair que leur legs dépasse la dimension temporelle du régime nazi. Il creuse au plus profond du phénomène totalitaire et expose l'anatomie d'un pouvoir qui se construit dans l'intimité avant de se manifester en public. Les conversations entre Hitler et Goebbels n'étaient pas de simples échanges d'idées, mais des actes fondateurs qui ont façonné une époque. Elles représentent le processus par lequel deux hommes ont transformé des obsessions personnelles en politique d'État. Leur héritage ne réside pas seulement dans les faits qu'ils ont générés, mais dans l'avertissement qu'ils laissent. Lorsque le dialogue politique est remplacé par l'auto-affirmation mutuelle d'idées extrêmes, la destruction devient un projet possible. À la fin de cette analyse, les conversations secrètes entre eux peuvent être comprises comme une sorte de miroir révélant le fonctionnement interne du pouvoir nazi. À leur surface, elles montrent planification, propagande et stratégie. En profondeur, elles révèlent peur, obsession et besoin de légitimation. Cette dualité constitue l'héritage le plus précieux pour la compréhension historique, la certitude que les régimes totalitaires ne se soutiennent pas seulement par la violence, mais aussi par la narration que leurs dirigeants créent pour la justifier. Ces conversations, silencieuses mais décisives, forment l'un des noyaux interprétatifs les plus importants du XXe siècle et continuent d'être un rappel de la manière dont la pensée intime peut devenir une force politique dévastatrice. Le laboratoire du totalitarisme, anatomie d'un dialogue destructeur. Les échanges privés entre Hitler et Goebbels ne peuvent pas être compris uniquement comme des dialogues politiques entre un leader et son ministre. Ils représentent quelque chose de plus profond et troublant, le fonctionnement interne d'un mécanisme totalitaire où la pensée se transforme en action destructive sans passer par des filtres institutionnels, des débats collectifs ou des processus de vérification. Ce chapitre final propose une réflexion sur la nature même de ces rencontres, explorant ce qu'elles révèlent sur la construction du pouvoir absolu, l'élimination de la pensée critique et la transformation d'individus en architectes de catastrophes historiques. La première chose qui émerge en analysant ces dialogues est l'absence d'opposition interne. Dans un système démocratique, les décisions politiques passent par de multiples instances où différentes voix questionnent, critiquent et obligent à justifier les propositions. Dans l'espace intime entre les deux dirigeants, ce mécanisme a complètement disparu. Chaque idée du Führer trouvait en Goebbels non pas un interlocuteur critique, mais un amplificateur enthousiaste. Cette dynamique a créé un circuit fermé où les perceptions les plus extrêmes se validaient mutuellement, éliminant toute possibilité d'autocorrection. Le dialogue est devenu écho, et l'écho une certitude incontestable. Cette absence de contradiction interne explique en grande partie la radicalisation progressive du régime. Les politiques les plus destructrices ne sont pas issues de documents officiels ni de comités de planification, mais de rencontres où deux hommes se persuadaient mutuellement que leur perception déformée de la réalité était des vérités absolues. L'extermination systématique, la guerre d'agression et la destruction de cultures entières ont trouvé leur origine dans des dialogues privés où personne ne disait non, où personne n'avertissait des conséquences, où personne n'introduisait des éléments de doute ou de prudence. L'histoire du XXe siècle montre que certaines des plus grandes atrocités ont commencé dans des échanges tranquilles entre des personnes convaincues de leur propre droiture morale. Un autre aspect fondamental de ces rencontres était la construction d'une réalité alternative. Hitler et Goebbels ne discutaient pas seulement de la façon de présenter les faits au public. Ils construisaient progressivement un univers parallèle où leurs interprétations remplaçaient les événements réels. Cette substitution n'était pas consciente ni entièrement cynique. Tous deux finissaient par habiter authentiquement le monde symbolique qu'ils avaient créé, confondant leurs récits avec la réalité matérielle. Lorsque les rapports militaires contredisaient leurs attentes, ils réinterprétaient les données jusqu'à les rendre compatibles avec leur vision. Quand la population montrait des signes d'épuisement, ils l'attribuaient à du sabotage ou à une faiblesse morale, jamais à des défauts dans leur politique. Cette capacité de créer des réalités parallèles par le dialogue constant représente l'un des dangers les plus subtils du pouvoir concentré. Il ne s'agit pas simplement de mentir au public, mais d'un processus plus insidieux
où les propres dirigeants perdent le contact avec le réel. Les rencontres privées fonctionnaient comme un laboratoire où la fiction politique était affinée jusqu'à acquérir la consistance de vérité. Ce phénomène n'est pas exclusif au nazisme. Il apparaît dans divers systèmes autoritaires où le leadership s'isole à l'intérieur de bulles informatives qui renforcent leurs préjugés. La singularité du cas Hitler-Goebbels réside dans l'intensité émotionnelle et la cohérence narrative avec lesquelles ils ont construit leur univers alterné. Le lien entre les deux illustre également comment le totalitarisme dépend de relations personnelles intenses plutôt que de structures impersonnelles. Les régimes autoritaires se présentent souvent comme des systèmes efficaces et rationnels, mais leur fonctionnement réel révèle des dynamiques émotionnelles complexes. La dévotion de Goebbels envers Hitler n'était pas seulement politique, elle comprenait des dimensions psychologiques qui frôlaient la dépendance pathologique. Hitler, pour sa part, avait besoin de cette adoration pour maintenir son estime de soi et son sentiment de mission historique. Cette codépendance émotionnelle a créé un noyau de pouvoir extraordinairement cohésif, mais aussi profondément dysfonctionnel, incapable de s'adapter à des réalités changeantes. Les échanges privés révèlent en outre comment le langage devient un instrument de domination. Chaque terme, chaque métaphore, chaque formulation discutée entre eux n'était pas innocente. Le vocabulaire nazi, avec ses références à pureté, contamination, parasite, espace vital, n'a pas surgi spontanément, mais a été affiné lors de sessions où son potentiel de mobilisation était évalué. Ce travail linguistique conscient démontre que le totalitarisme comprend le pouvoir des mots pour modeler les perceptions. En contrôlant le langage, il contrôlait les cadres mentaux avec lesquels la population interprétait son expérience. Cette manipulation sémantique systématique constitue un des héritages les plus dangereux du nazisme. La relation entre Hitler et Goebbels soulève également des questions sur la responsabilité individuelle dans les systèmes collectifs de criminalité. Pendant des décennies, le débat historique a oscillé entre attribuer les atrocités nazies à la volonté d'un dictateur ou à des structures impersonnelles de l'État. L'analyse de leur dialogue suggère une troisième voie, la responsabilité partagée au sein de noyaux de pouvoir où des individus concrets collaborent activement à la construction de politiques génocidaires. Goebbels n'était pas un simple exécutant d'ordre, il était un collaborateur créatif qui apportait des idées, affinait des stratégies et amplifiait les obsessions du Führer. Cette collaboration active complique les récits simples sur les auteurs et les victimes, montrant des zones grises où la complicité intellectuelle devient aussi criminelle que l'action directe. Les rencontres privées révèlent également la fragilité psychologique qui peut se cacher derrière l'autoritarisme apparemment de fer. Hitler avait constamment besoin de réaffirmation, de validation émotionnelle et de construction narrative pour maintenir sa conviction. Loin d'être le leader monolithique que la propagande projetait, il était un individu émotionnellement instable qui dépendait de Goebbels pour traiter ses angoisses et les transformer en décisions politiques. Cette dépendance psychologique contraste avec l'image de force absolue que le régime cultivait, suggérant que le pouvoir totalitaire peut être plus fragile qu'il n'y paraît, soutenu par des réseaux de renforcement émotionnel plutôt que par des convictions inébranlables. Il existe également une dimension générationnelle dans ces dialogues qui mérite attention. Hitler et Goebbels appartenaient tous deux à une génération marquée par la Première Guerre mondiale, l'effondrement des certitudes traditionnelles et la recherche désespérée de nouveaux cadres de signification. Leurs échanges reflètent les angoisses caractéristiques d'hommes qui ont vécu la désintégration d'un ordre et cherchaient à en construire un autre par la force de la volonté. Cette perspective générationnelle n'excuse pas leurs crimes, mais elle aide à comprendre le contexte psychologique dans lequel ils se sont formés. Les crises de signification collective peuvent créer des conditions où des leaders charismatiques offrent des récits totalitaires comme réponse à la désorientation sociale. Les dialogues entre les deux permettent également de réfléchir sur le rôle des intellectuels dans les régimes autoritaires. Goebbels possédait une formation académique, une capacité analytique et une sensibilité culturelle. Cependant, il a mis tous ces outils au service de la destruction. Son cas illustre comment l'éducation et l'intelligence ne garantissent pas des positions éthiques. Un intellectuel peut devenir le plus efficace serviteur du mal lorsqu'il subordonne la pensée critique à la loyauté idéologique.
Cet avertissement est particulièrement pertinent à toute époque. L'intelligence sans principes éthiques peut être plus dangereuse que la brutalité directe. Enfin, les rencontres privées obligent à affronter une vérité inconfortable sur la nature humaine, la facilité avec laquelle des personnes ordinaires peuvent participer à des atrocités lorsqu'elles opèrent au sein de systèmes qui normalisent la cruauté. Ni Hitler ni Goebbels n'étaient des monstres surnaturels, ils étaient des êtres humains avec des biographies compréhensibles, capables d'affection personnelle, de sensibilité artistique et de réflexion intellectuelle. Cette humanité fondamentale rend leur responsabilité encore plus troublante, car elle révèle que le mal politique extrême ne nécessite pas de méchants exceptionnels, mais des conditions où des personnes ordinaires peuvent se convaincre que la destruction massive sert des fins élevées. En concluant cette réflexion, il est clair que les dialogues secrets entre Hitler et Goebbels fonctionnent comme une étude de cas sur la genèse du totalitarisme. Ils n'étaient pas des anomalies historiques, mais des manifestations extrêmes de dynamique qui peuvent apparaître dans n'importe quel contexte où le pouvoir se concentre, où la pensée critique disparaît et où la réalité est remplacée par le récit. Comprendre ces mécanismes n'est pas un exercice académique abstrait. C'est une nécessité pratique pour les sociétés qui cherchent à prévenir la répétition de telles catastrophes. L'histoire de ces rencontres privées reste une mise en garde permanente sur les dangers qui guettent lorsque le dialogue politique devient un rituel de confirmation mutuelle, lorsque la loyauté remplace la vérité et lorsque deux individus peuvent, par des mots prononcés dans l'intimité, déclencher une destruction à l'échelle continentale.